Que d'émissions! Nous voilà déjà à notre troisième numéro Porte de Versailles, en compagnie d'un magnifique piano cocktail. Vous n'en avez pas eu assez, mais toujours plus de livres et d'auteurs, c'est la mission du croque-lecteur. Nous sommes sur le stand Kion pour la série événement Cesare, dont les auteurs étaient présents au Salon du Livre. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Naïf et studieux, Angelo da Canossa n'est guère armé pour la vie d'étudiant à l'université de Pise, lieu d'intrigue et de tension dans l'Italie de la Renaissance. Son innocence résistera-t-elle à la rencontre avec Cesare Borgia, rejeton d'une famille à la réputation sulfureuse, dont le père est sur le point d'accéder au Saint-Siège, rivalité entre les différentes factions de l'université, machinations politiques et luttes fratricides. Angelo va partager les années de formation d'un jeune homme au passe de devenir l'un des personnages les plus fascinants de l'histoire. À ses côtés, il croisera le chemin de certains de ses contemporains les plus célèbres, de Christophe Colomb à Machiavel en passant par Léonard de Vinci. On se retrouve à Casterman avec Béatrice Bottet. Avant de parler de votre dernière série, nous aimerions revenir sur votre première série, Le Grimoire au rubis. Pouvez-vous nous rappeler de quoi ça parle? Bonjour à tous. Oui, c'est une série qui traverse les siècles autour d'un grimoire, un livre de recettes magiques. Cette série, une des premières que j'ai faites, est axée sur 3 époques. La première trilogie se passe au Moyen-Âge autour de 2 héros qui s'appellent Bertoul et Blanche. Bertoul est un jeune homme, un musicien, et Blanche est une jeune fille noble. Et Bertoul est chargé de convoyer ce précieux grimoire plein de recettes magiques et incrusté d'un rubis jusqu'à Paris. Mais il ne connaît pas le chemin. À cette époque, il n'y a pas de panneau indicateur, et il n'y a pas de carte non plus. Et le chemin est tissé d'embûches, il va avoir beaucoup de mal. Mais heureusement, il est aidé. Il y a Blanche qui va être sa partenaire dans cette histoire. À la fin de la trilogie du Moyen-Âge, on passe à une autre époque. 3 siècles passent, nous voilà à la Renaissance cette fois. Le grimoire va arriver entre les mains de 2 sœurs jumelles, Madeleine et Marguerite, qui se trouvent malencontreusement séparées quand elles ont 9 ans. Elles ne rêvent chacune que de retrouver sa sœur jumelle. Ça se passera au bout de nombreuses années, elles seront jeunes filles quand elles se retrouveront. L'une des 2 sœurs jumelles devient très riche, l'autre très pauvre, elle devient la servante de l'auberge du Val d'Enfer. Et voilà. Et le 3e personnage important est un jeune homme qui est imprimeur. C'est tout nouveau l'imprimerie à cette époque. Et il faut savoir aussi que c'est la grande époque de la chasse aux sorcières. Posséder un grimoire, ça peut vous envoyer au bûcher. Donc voilà, pour la 2e série, on est à la Renaissance. Et puis de nouveau, 3 siècles passent et le grimoire, de plus en plus délabré, aboutit, ce pauvre grimoire, chez un brocanteur. Un jeune homme qui adore le Moyen-Âge se dit « Oh, ce livre-là, j'ai bien l'impression que c'est un livre du Moyen-Âge ». Il l'achète pour presque rien. Et il devient le nouveau propriétaire de grimoire. Il va y avoir 2 autres personnes dans son aventure. Une fille qui s'appelle Hortense, c'est une petite bonne. Elle vient de se faire virer par sa patronne. Et puis un jeune homme qui est cambrioleur. Il s'appelle Perceval. Tous ces personnages vont se retrouver autour du grimoire. Et à chaque fois, sur les 3 trilogies, les personnages sont très courageux, valeureux, loyaux les uns envers les autres. Et le grimoire va les aider ou les embarrasser, selon les cas, au fil des aventures. Voilà, il y a donc 3 tomes par époque. Aviez-vous prévu dès le départ de faire 3 cycles de 3 tomes? Non, pas du tout. Au début, j'ai fait un ouvrage, le tome 1, Le secret des hiboux, qui s'appelait à l'époque seulement le grimoire au rubis. Et l'éditrice m'a dit « Oh, ça nous plaît bien, on aimerait bien que tu fasses 3 tomes. » Donc je dis « Oui, bien sûr, d'accord, bien sûr que je le fais. » Et en écrivant le 2e et le 3e tome, je me disais, ce qui serait bien, c'est de continuer et de voir vieillir le grimoire à travers d'autres contextes historiques. Donc je lui ai proposé l'idée, elle a un petit peu réfléchi, elle a fini par me dire oui, mais c'était au départ de 1 seul tome prévu, c'est devenu 9 tomes. Et même 10, si on compte le grimoire maléfique, qui est un petit peu une prolongation de cette ambiance grimoire. Revenons sur Penelope Green. Pouvez-vous nous présenter cette série?
Alors Pénélope, on change totalement d'ambiance. Ça se passe à Londres, à la fin du 19e siècle, un peu avant l'époque Jack l'Éventreur. À cette époque où il y a un Londres très très riche dans les beaux quartiers et vraiment un contexte misérable dans ce qu'on appelle l'East End, le côté est de Londres, des usines, des maisons mal fichues, beaucoup de pollution, beaucoup de misère, beaucoup d'alcoolisme. Pénélope est une jeune fille, c'est la fille d'un journaliste célèbre. Son père est mort, elle se dit « je vais reprendre une des enquêtes de mon père ». Et tout ce qu'elle a pour reprendre une ancienne enquête, c'est une adresse, et cette adresse est justement dans les sales quartiers, dans l'East End. En essayant de faire une enquête pour convaincre un rédacteur en chef de l'embaucher, elle va se retrouver dans des mauvais draps, quoi. Elle mélange aspect historique, fantastique et enquête policière. Pourquoi ce choix? Alors attends, dans la série des Pénélope, il n'y a pas de fantastique du tout. C'est historique policier. Parce que moi j'aime bien l'histoire déjà, pour commencer. J'aime bien depuis que je suis enfant et je n'ai pas du tout d'inspiration pour l'époque contemporaine. J'arrive pas à écrire un roman qui se passe à notre époque. J'ai beaucoup de romans qui se passent dans le passé. J'en ai 2 qui se passent dans le futur, 2 science-fiction. Je ne sais même pas si on les trouve encore, parce que c'est des vieux ouvrages. Mais notre époque ne m'offre pas l'inspiration. Alors faire une enquête policière, c'était un pari parce que je n'en avais jamais fait avant. Je trouve ça difficile d'avoir un fil conducteur policier et de le mener jusqu'au bout. Mais bon, voilà, c'était un pari à prendre. Et puis moi, j'aime bien que mon héroïne soit débrouillarde et puis qu'elle se tire des mauvaises situations. Selon vous, est-ce important de rencontrer ses lecteurs? Ah, je trouve ça, je trouve ça sympa. C'est bien, on a des petits dialogues. Moi, je raconte ce que je suis en train de dire là en interview, c'est-à-dire mes idées fixes. Pourquoi pas un peu de fantastique, pourquoi pas un fantastique différent des mythologies grecques et latines. Et puis les lecteurs me disent aussi ce qu'ils aiment. Bon voilà, ça nous permet d'avancer mutuellement. Moi, en expliquant ce que je fais, les lecteurs souvent comprennent mieux. Quelquefois je les rencontre dans des collèges, dans des écoles. Je les rencontre en atelier du livre, je les aide quelquefois. Quand beaucoup de lecteurs me disent est-ce que vous pouvez nous donner des conseils d'écriture? Alors je leur dis, bon, moi voilà comment je fais, maintenant vous avez votre liberté, mais je peux vous donner 2-3 ficelles d'écriture aussi. C'est toujours très agréable de rencontrer des lecteurs, oui. Je ne suis plus professeur, je l'ai été pendant longtemps, donc j'ai pas beaucoup l'occasion de rencontrer directement des jeunes. Et bien pour moi c'est un moyen de renouer avec mon lectorat. Nous sommes maintenant sur le stand Pocket et je vous ai sélectionné un livre intitulé L'épreuve, le labyrinthe, dont je vais vous lire la 4e de couverture. Quand Thomas reprend connaissance, sa mémoire est vide, seul son nom lui est familier. Il se retrouve entouré d'adolescents dans un lieu étrange, à l'ombre de murs infranchissables. 4 portes gigantesques qui se referment le soir, ouvrent sur un labyrinthe peuplé de monstres d'acier. Chaque nuit, le plan en est modifié. Thomas comprend qu'une terrible épreuve les attend tous. Comment s'échapper par le labyrinthe maudit sans risquer sa vie, si seulement il parvenait à exhumer les sombres secrets enfouis au plus profond de sa mémoire. Et maintenant, nous sommes sur le stand de Pocket Jeunesse avec Christophe Galfard. Pouvez-vous nous parler de ce 2e tome qui fait suite au Prince des Nuages? Alors, le 2e tome du Prince des Nuages continue l'aventure de nos 3 héros, qui sont Myrtille, Tristam et Tom, qui vont devoir tenter de remonter sur les nuages après, malheureusement, être tombés à la surface de la Terre. Et pareil, dans cette histoire, il y a toujours le tyran qui, pire en pire, continue à prendre un petit peu son emprise sur le monde des nuages et qui continue à transformer le climat de la Terre. Ils vont continuer à essayer Tristam et Myrtille et Tom vont continuer à essayer de l'en empêcher, mais Tom, qui est dans une école particulière pour scientifiques brillants, même s'il est tout petit, il va hésiter petit à petit entre rester quelqu'un de gentil ou essayer de s'emparer du pouvoir lui-même. Une des particularités de votre série, c'est d'intercaler entre les chapitres du roman des parties documentaires. Comment avez-vous cette idée? Alors, l'idée, elle est venue quand j'ai écrit mon premier livre, avant, qui s'appelait Georges et les secrets de l'univers. C'était une idée que j'avais eue pour pouvoir raconter un petit peu plus en détail certaines parties de l'histoire. Par exemple, dans l'histoire, on apprend que le ciel est bleu le jour et qu'il devient noir la nuit. Et on découvre que s'il est noir la nuit, c'est parce que le ciel devient transparent et que du coup, on peut voir dans l'espace. Et au lieu de le raconter tout ça pendant des heures et des heures à travers une histoire, j'ai préféré mettre des petits encadrés
pour ceux qui sont un petit peu curieux et qui se posent des questions sur le monde qui nous entoure. Quelle place la recherche documentaire scientifique a-t-elle prise dans l'écriture? Alors la partie recherche documentaire est énorme, parce que tout ce que je raconte c'est vrai, sauf le fait évidemment qu'on puisse marcher et habiter au-dessus des nuages. Mais sinon, tout le reste est vrai, et moi je suis scientifique à la base. J'ai ce qu'on appelle un doctorat en physique théorique, ça veut dire que j'ai travaillé pendant 10 ans avec un des plus grands chercheurs de la planète qui s'appelle Stephen Hawking, et j'ai travaillé avec lui sur les trous noirs, sur l'origine de l'univers, sur ce genre de choses. Aura-t-on affaire à une trilogie ou n'avez-vous pas déterminé le nombre de tomes? Ce sera une trilogie. Là je suis en train d'écrire le 3e et ce sera le dernier de la série. Êtes-vous content d'être présent au Salon du Livre et de rencontrer vos lecteurs? Oui, une des particularités de l'écriture, c'est qu'on est un petit peu tout seul chez soi, et puis après, quand le livre sort et quand on rencontre les lecteurs, c'est extrêmement agréable. Nos émissions au Salon du Livre s'achèvent bientôt. La semaine prochaine, nous nous retrouvons et l'émission sera la dernière. Donc profitez-en bien. A plus les croque-lecteurs. Ça va toi ?